Bien, on va peut-être lui donner la parole tout de suite pour quelques remarques à chaud sur comment vous avez reçu ce film, et puis bon, on déroulera après peut-être un certain nombre d'idées. Donc on a plusieurs micros, donc on peut se déplacer dans la salle pour vous donner la parole, ce qui facilitera. Qui se lance? La première question, c'est toujours compliqué, on passe directement à la deuxième. Oui. Voilà. Allez, Anne. Voilà, tu es là? C'est un très beau film. Et je voudrais faire état quand même d'une espèce de gêne que j'ai ressentie tout au long du film. C'est que tous ces hommes, en fait, on a l'impression qu'ils pensent qu'ils méritent d'être enfermés pendant des décennies, mis en cage, qu'ils sont punis et que cette punition, au fond, est juste. Voilà. Peut-être que je voulais faire état de cette impression qui m'a gênée. À part ça, c'est vrai que cet artiste qui vient leur redonner la dignité et la confiance en eux, c'est magnifique. Mais il n'empêche que il est absolument inadmissible que, quoi qu'ils aient fait, que des humains soient traités de cette manière-là, enfermés pendant des décennies, mis en cage, condamnés alors qu'ils sont mineurs. Voilà, merci. Oui, allô, ça marche. Votre réaction, elle est d'une justesse terrible. Peut-être qu'il faut... Je vais essayer de séparer en deux parties votre pensée qui est intégralement juste. C'est qu'il y a, chez les gens qui ont commis des actes, et notamment là on parle d'actes lourds, c'est plus simple, c'est plus schématique, c'est plus simple, il y a une vraie conscience qu'il doit y avoir une peine. Voilà, ça ressort dans le film. Et de fait, la pensée s'arrête là, c'est-à-dire qu'ils sont dans un système sur lequel ils n'ont aucune action possible. Je dirais qu'en France, c'est rigoureusement la même chose. Et donc, il n'y a pas d'action possible sur le système. Donc, ils sont bloqués dans cette idée, effectivement, noble, j'allais dire, qu'il doit y avoir peine. Effectivement, il n'y a jamais de remise en cause de ça. Quels que soient les actes commis, c'est une chose que j'ai beaucoup rencontrée. Voilà. Mais effectivement, le système est là, il est ce qu'il est. Alors celui-là, il est terrible. On n'en a pas tout à fait des comme ça, mais presque. On n'est pas très loin dans certains établissements en France. Voilà, donc c'est ça. Alors après, la beauté du film, ça sera un autre sujet. Alors en tant que visiteur de prison, bien sûr, je retrouve beaucoup de choses en commun par rapport à ce que nous voyons. Encore un peu plus près. Encore un peu plus près, d'accord. Oui, voilà, beaucoup de points communs par rapport à ce que nous pouvons observer, nous, en tant que visiteurs de prison, sachant toutefois quand même ici que les conditions d'incarcération sont extrêmes. Je ne dis pas que en Europe, on aurait de telles conditions d'incarcération. En tout cas, ce n'est pas le cas à la prison de Luynes, où nous visitons. Beaucoup de choses en commun, à savoir cette joie de partager des événements, ce besoin d'être reconnu à travers justement des actions qu'on ne leur offre pas quotidiennement. Ce partage évident entre eux-mêmes, détenus, ce qui leur permet de mieux se connaître, et puis également par rapport aux personnes, ou avec les personnes qui viennent de l'extérieur, qui leur apportent cette vision de ce pourquoi ils sont justement séparés. Et ce monde, en fonction du nombre d'années d'incarcération, évolue à une telle vitesse que, à la fin, quand on voit le détenu libéré,
on sent qu'il se retrouve dans un monde qui lui est inconnu. Ne serait-ce que par exemple l'usage du téléphone. On voit qu'il ne sait pas faire défiler l'image. À un moment donné, un drone apparaît et beaucoup disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Bon, il faut s'imaginer que après 20 ans plus d'incarcération, la personne qui est libérée se retrouve dans un monde totalement inconnu pour elle. Alors nous essayons, en tant que visiteurs, d'apporter justement des éléments du monde extérieur vers eux. Et les questions qu'ils nous posent sont justement celles de ce que nous vivons, de ce qui se passe à l'extérieur, en règle générale. Beaucoup d'inquiétudes concernant la sortie. On le sent dans ce film, parce que c'est très difficile d'imaginer l'après. C'est tout un travail de construction qui se fait avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont là justement pour les accompagner depuis le début de leur incarcération jusqu'à leur sortie. Mais une fois qu'ils sont à l'extérieur, et j'ai eu la chance, sur les 4 années que je visite, d'accompagner 2 détenus que j'ai vus pendant chacun un peu plus de 2 ans, j'ai ressenti la même appréhension. Il ne me quittait pas, il restait collé à moi, alors que l'un, alors que je lui demandais ce qu'il aimait faire maintenant tout de suite étant sorti, sa première réaction c'était d'aller acheter un petit téléphone portable pour pouvoir appeler sa famille. Je quitte la prison de Luynes, je le conduis dans le premier bar tabac que je vois à Bel-Air, et puis il attend dans la voiture. Je ne comprends pas. Sauf qu'à un moment donné, il m'est venu à l'esprit qu'il n'allait pas sortir seul. Ça faisait, dans son cas, 4 ans que tout était fait pour lui. On leur ouvre les portes. On leur demande de se rendre en un lieu. On les accompagne pour aller vers ce lieu. Rien n'est fait de leur propre chef. Et ils perdent cette habitude de faire les choses. Les plus simples, sortir d'une voiture, entrer dans un bar tabac, demander un téléphone, acheter un téléphone, en ressortir. Ça lui était impossible. Et pourtant, il avait passé 4 ans enfermé. Imaginez pour les personnes qui vont passer 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, ce que peut être l'angoisse de la sortie. Je reviens sur les moments de partage en intérieur. C'est ce à quoi nous participons. D'abord de manière individuelle, puisqu'on les rencontre bien souvent en parloir avocat, dans les box des avocats, en tête-à-tête, porte fermée. Tout ce qui se dit entre nous reste confidentiel. Et qu'est-ce qui se dit justement? Ils ont besoin de prendre la parole, de s'exprimer vis-à-vis d'une personne qui n'est pas un professionnel. Car là aussi, les personnes qu'ils vont rencontrer la plupart du temps, ce sont des gens qui sont là pour exercer leur métier. À commencer bien sûr par les surveillants, mais les psychologues, les médecins, les CPIP, conseillers principaux pénitentiaires d'insertion et de probation, qui exercent leur métier. Et donc, cette liberté de parole, ils ne l'ont pas nécessairement, sauf avec lui. Car ils savent que nous ne sommes pas là pour, sûrement pas les juger. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On n'a pas à le savoir. S'ils ont envie d'en parler, ils le font. S'ils ne le font pas, tant mieux. Parce que justement, nous gardons un esprit encore plus ouvert vis-à-vis de la personne que nous rencontrons. C'est avant tout, à lui dans l'occurrence, un homme. C'est une prison d'homme. C'est un homme à part entière. Il a pu commettre des erreurs dans son parcours. Il le paie très cher. Mais c'est d'abord un homme, un être humain, qui est destiné à sortir de prison. La prison, c'est fait pour le réinsérer, lui redonner redonner les habitudes qu'il avait perdues pendant qu'il était à l'extérieur avant d'être condamné.
Mais cette personne n'a pas pour finalité de rester, en principe, toute sa vie en prison, sauf les cas d'exception. On redonne la parole. D'autres questions, d'autres remarques? Évidemment, c'est tellement riche ce que tu nous dis, et puis ça nous intéresse de savoir comment ça se passe. Oui. J'ai perdu. C'est où? Merci, bonsoir. Oui, c'est un film très important et capital. Alors, bien sûr, il est question de la prison, mais il est aussi question de l'action que porte l'art à l'intérieur de cette prison et qui contribue à faire le lien entre ce qui se passe en prison et la libération intérieure que va apporter l'art et qui va faciliter cette libération à l'extérieur par la suite, parce qu'elle va redonner une valeur à l'individu qui justement en est privé. Et ça paraît fondamental. Donc ce travail est exceptionnel et remarquable. Merci. Moi, je crois que l'art permet à la personne de se retrouver et d'être considérée par l'autre, mais même de se considérer elle-même comme quelqu'un. Il y a tout le passage où il dit quelqu'un qui a de la valeur. Alors qu'un des drames là-dedans, c'est lorsque la personne elle-même est persuadée qu'elle n'a plus de valeur, parce que personne ne considère qu'elle a de la valeur. Je crois que ça, c'est un phénomène très très important. C'est intéressant de savoir que dans ce système carcéral américain, en particulier californien, mais pas seulement, qui est si déshumanisant, il y a en même temps une politique culturelle et artistique dans l'ensemble des centres, dans l'ensemble des pénitenciers. Et même si cette politique culturelle avait été un petit peu laissée en jachère dans les années 90 et au début des années 2000, depuis le début des années 2000, à l'initiative d'associations, mais en accord donc avec les autorités de Californie, dans tous les pénitenciers de Californie, sont menés des projets artistiques, alors pas forcément de l'ampleur de celui que nous venons de voir aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir cette ampleur pour avoir un impact positif, mais en tout cas, des projets d'action culturelle, des projets artistiques nombreux existent dans ces prisons, et il y a un budget. Alors, on peut le regarder de façon très positive, c'est 8 millions de dollars pour la Californie. C'est à mettre en rapport avec les 11 milliards de dollars du budget du système carcéral américain, c'est-à-dire 0,007%, ça a été calculé. Mais les évaluations qui sont faites, alors aux États-Unis, comme en France ou dans d'autres pays, de ces différents projets artistiques, culturels, sont le plus souvent très positives. Sur l'aspect, justement, redonner de la dignité aux individus, il n'y a à peu près pas de doute. Sur le fait de permettre une expression qui, par ailleurs, est niée en prison le plus souvent, ça a un effet extrêmement positif sur les détenus. Après, l'administration pénitentiaire n'attend pas forcément exactement la même chose de ces actions que les artistes qui s'impliquent dans ces projets. Il y a pas mal de travaux de recherche qui sont menés depuis une dizaine d'années sur ces questions-là, pas seulement en France, un peu partout, mais entre autres en France, qui montrent que le système pénitentiaire attend principalement deux choses. Une première, c'est une baisse du niveau de violence parce que les détenus vont être distraits de leur ennui et auront l'occasion de faire quelque chose de positif à leurs propres yeux et aux yeux des personnes avec qui ils sont. Donc ça devrait faire baisser le niveau de violence, et de fait, ça le fait baisser. Et ils espèrent que ça aura un impact positif sur la réinsertion. Et quand on regarde les objectifs des artistes ou des institutions culturelles qui s'impliquent dans ces projets, alors en particulier en France, la majorité des institutions culturelles fait un gros travail de médiation à destination des différents publics qui ne sont pas les publics les plus naturels des pratiques culturelles et artistiques qu'ils offrent. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il s'agit donc d'aller vers des publics qui ont peu d'accès à la culture, qui sont empêchés, mais pour lesquels parfois un regard un peu négatif, alors dans le sens
ce sont des gens qui ont eu peu accès à la culture, comme si la seule culture qui pouvait exister était celle que cette institution avait à leur proposer. Et donc il y a un chemin à faire, et les évaluations de tous ces projets et les recherches qui sont faites montrent qu'il est quand même très difficile de mener des projets artistiques et culturels en prison, puisqu'en fait on est quand même dans des logiques qui sont des logiques différentes. On a de très très fortes contraintes. Toutes les personnes qui interviennent en prison disent la difficulté pour le matériel, pour les horaires, le manque de gardiens. On y va, on pense qu'on va pouvoir intervenir, et puis ben non, il n'y a pas assez de gardiens, on ne peut pas amener les détenus, pas assez de surveillants, pardon. On ne peut pas les amener dans les salles dans lesquelles on doit travailler. On a prévu un projet pour lequel on a besoin d'une salle un peu grande, eh ben, il n'y a pas accès à cette salle-là, etc. Donc c'est quand même ces projets artistiques, ces projets culturels, ils posent de gros problèmes, quoi. Je veux dire, ce ne sont pas des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. En même temps, donc, on pense que ça a un effet le plus souvent très positif. On verra peut-être en fonction des remarques ou des questions que vous ferez qu'il peut y avoir aussi quelques bémols sur les côtés très positifs de ces projets. Peut-être rebondir sur la remarque de la dame et ta réaction à toi, c'est que la question là, elle se pose parce qu'on est dans un établissement pénitentiaire, et elle se pose dans nos vies quotidiennes. C'est la question de la présence de l'art dans nos vies. Tu parles des publics empêchés, alors tu parlais plutôt des publics empêchés au sens de quelqu'un qui serait à l'hôpital ou en prison. Nous, dans les jargons culturels, on parle des publics éloignés et on les oppose au public dit captif, ce qui, dans le cas de public en prison, est une expression joliment équivoque. Et effectivement, nous, on pense dans le monde de la culture, puisque j'appartiens aussi à ce monde-là, on pense dans le monde de la culture que les publics éloignés aujourd'hui, ce sont plutôt tout simplement les élites, pas du tout ceux auxquels on pense, qui seraient par exemple les habitants des quartiers populaires, pour prendre un exemple simple. Donc effectivement, les publics éloignés de la culture sont souvent les publics de l'élite, et ce sont souvent ceux-là qui finalement considèrent que la culture c'est juste un divertissement, une occupation, comme souvent l'administration pénitentiaire le pense, aux États-Unis comme en France. Effectivement, c'est une occupation. Non, c'est bien plus, c'est votre remarque, madame, était très juste, c'est beaucoup plus. Le partage au quotidien d'un acte sensible, d'un rapport avec du sensible, c'est aussi important que de dormir et de manger. C'est une histoire qui est peu révélée, qui est peu reconnue. Le budget de la culture en France, ça reste toujours en dessous de 1%. C'était le rêve de Lang, il n'a jamais été atteint. Voilà, il y a cette phrase magnifique, c'est « La culture coûte cher, essayez l'ignorance ». Voilà. Enfin, elle n'est pas de moi. Oui, bonsoir. J'étais très intéressé par ce que vous disiez il y a quelques minutes sur les deux facettes, les deux dimensions de ce type d'action. Alors, dans le cas de ce film, je dois dire qu'au tout début, j'étais un peu agacé parce que j'avais l'impression aussi que JR faisait sa propre promotion. Bon, et puis, cette impression s'est estompée et j'essaie plutôt donc de réfléchir à ce qui a fait le succès de l'opération. Et je me dis que, d'une part, quand même, on est dans le cas d'un artiste connu, reconnu et qui prend soin, c'est normal, lors des premières rencontres avec les détenus, de montrer son travail avec un livre, etc. Et donc, je pense que là, il dispose quand même d'un atout assez important. D'autre part, il s'y prend extrêmement bien. Et c'est frappant aussi de voir à quel point il individualise ses relations avec chacun des hommes. Bon, évidemment, ça prend du temps, mais il y arrive et il est vraiment très fin sur ce plan-là. Troisième élément, sans doute, du succès, le côté tout à fait, bien sûr, inédit et les grandes dimensions du projet. C'est vrai que recouvrir la cour tout entière des portraits des hommes, c'est assez fantastique. Et évidemment, comme sur l'affiche, reproduire les montagnes, effacer le mur en reproduisant le paysage qui se trouve derrière, c'est aussi très très fort. C'est bien trouvé. Je me dis que ça fait quand même, tout ça fait un ensemble d'éléments qui n'est peut-être pas facile de réunir chaque fois qu'il y a une action culturelle
en milieu carcéral. Alors, bon, il y a des choses intéressantes qui se passent au Baumette aussi, par exemple, mais peut-être pas avec cette ampleur et ces atouts-là. Voilà.